bonjour à chacun. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on corrige ensemble une épreuve de concours. Donc, j'ai choisi une épreuve du concours commun polytechnique, donc CCP, une épreuve d'acoustique, donc qui a été donnée en 2010 dans la filière PSI. Alors, la correction de cette épreuve, ça va concerner les élèves de PC et de PSI, puisque tous les deux ont à leur programme l'étude des ondes acoustiques dans les fluides. Et le but du problème, c'est d'étudier les ondes stationnaires dans une clarinette et dans un saxophone. Alors, ce que je t'encourage à faire, c'est à télécharger l'énoncé. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo. C'est complètement indispensable que tu le télécharges. Je vais lire les questions au fur et à mesure. Je ne vais pas lire tout le début de l'énoncé. Donc, je t'invite dans un premier temps à le télécharger, à l'imprimer, à en prendre connaissance. Et puis ensuite, on va discuter ensemble. Tu vas voir que cette épreuve, elle a de multiples intérêts. D'abord, elle va te faire un tour complet de ton cours sur l'acoustique, les techniques très classiques sur les ondes stationnaires. En plus, il y aura un tuyau de section variable. Donc là, on va voir comment étudier la propagation des ondes, comment modifier l'équation de propagation des ondes dans un tuyau de section variable. Et on pourrait même appliquer ce qu'on va faire à des tuyaux qui seraient autrement que ce tuyau conique qui est censé modéliser un saxophone en si bémol. Et donc, tu vas voir, il y a plein de choses très très intéressantes, mais prends d'abord connaissance de l'énoncé, et puis ensuite reviens, on discute, on fait un petit panorama, on survole le sujet et on attaque donc ce sujet. Donc la première partie, ça concerne donc l'équation de propagation d'une onde sonore dans un tube. Donc si tu as feuilleté comme moi le sujet, tu t'es rendu compte que le but était d'établir des équations de propagation, et que ces équations de propagation à la question 7, donc les équations 1 et 2, ne sont pas simplement les équations de D'Alembert, mais elles sont un petit peu plus compliquées. Bien sûr, tout ça lié au fait qu'on a un tuyau de section variable. Alors ensuite, tu vois que dans la partie suivante, on va étudier les ondes stationnaires dans la clarinette. Donc on va appliquer tout ce qu'on a fait dans un tuyau de section constante. Donc là, tu te doutes bien que c'est l'équation de D'Alembert toute simple qui va être appliquée pour démontrer des résultats classiques sur les ondes stationnaires. La difficulté, c'est qu'on a des conditions aux limites mixtes, un tuyau fermé d'un côté, ouvert de l'autre, donc c'est un peu plus compliqué que les tuyaux fermés au debout, ouverts au debout. Et puis la dernière partie, peut-être la plus intéressante, donc c'est celle où on va avoir ce tuyau conique de section variable, et on va voir comment adapter et utiliser véritablement les équations pour un tuyau de section variable. Alors, on commence tout de suite, donc. Tu connais certainement les trois ingrédients pour démontrer l'équation de D'Alembert, l'équation de propagation des ondes. Donc il y a toujours l'équation de l'air linéarisée, on a dans l'approximation acoustique, on va rappeler ce que c'est. L'équation de conservation de la masse, d'ailleurs l'énoncé commence avec ça, on te fait faire un bilan de masse sur un système ouvert, ce qui est tout à fait intéressant. Et puis le comportement thermodynamique du fluide, donc des transformations adiabatiques isentropiques et donc l'utilisation du coefficient Qies. Dans certains sujets, comme Centrale l'année dernière en filière PC, il fallait balancer ces trois équations et aboutir à l'équation de D'Alembert sans pratiquement aucune indication. Donc, on rappelle ce qu'est l'approximation acoustique et le cadre donc, de l'étude des ondes acoustiques à une dimension. Donc on a une vitesse des tranches de fluide longitudinale sous l'effet de l'onde acoustique que l'on va noter U de x et de t. On a un écart de masse volumique, donc ρ0 plus petit mu de x et de t. ρ0 c'est la masse volumique au repos, donc mu de x et de t très petit devant ρ0. Et puis on a la surpression acoustique, donc la pression totale P de x et de t, qui est la pression au repos, plus la petite surpression. Donc je te rappelle que cette surpression, elle est vraiment très très faible. 10-5 pascal pour les sons les plus faibles à 0 dB, et ça peut aller jusqu'à 20 pascal, mais comparé à 10 puissance 5 pascal, donc la pression atmosphérique, voilà, c'est toujours très petit, ce qui va nous permettre de linéariser les équations. Donc première partie, première section, donc on va établir les trois équations de base en U, mu et P qui vont être couplées, qui vont nous permettre, en les découplant, d'établir des équations de propagation, donc pour la surpression et pour la vitesse en particulier, c'est l'aboutissement. Donc je t'encourage, quand c'est comme ça, vraiment à prendre déjà une vue d'ensemble du sujet et à te dire où est-ce qu'on va, quel est le but. Et donc là, le but est clairement indiqué. Et donc on t'explique comment faire.
Donc on te dit, voilà, dans un milieu où circule une onde acoustique, où se propage une onde acoustique, on va faire un bilan de masse, donc entre x et x plus dx, donc un système infinitésimal, et également entre t et t plus dt. Et donc la question 1, ça concerne ce qu'on appelle le bilan temporel. Alors ce type de raisonnement est très très fréquent donc en physique, puisqu'on le retrouve en diffusion de particules, en diffusion thermique. C'est à chaque fois la même chose. Donc on va commencer par le bilan temporel. Donc on va calculer la variation de la masse contenue dans ce petit volume pendant dt, et je t'invite à écrire cette phrase, même si moi j'écris pas tout au tableau. Donc question 1, exprimer la masse dm de t de ce système à l'instant t en fonction de s de x notamment. Même question à l'instant t plus dt. Donc la masse, c'est la masse volumique totale fois le petit volume. Donc la masse volumique prise à l'instant t et à l'instant t plus dt. Donc cette masse volumique à l'instant t plus dt fois s dx. Alors tout de suite là je vais faire une petite remarque, parce que très souvent les étudiants se demandent pourquoi on peut prendre la masse volumique en x, alors que là on distingue ce qui se passe à t plus dt, alors pourquoi pas en x plus dx. Donc ça c'est une petite entre guillemets astuce au niveau du calcul à l'ordre 1, du calcul différentiel. Quand on a une fonction de manière générale d'une variable ou de deux, je reprends d'une variable pour illustrer, f de x plus dx, c'est f de x plus df. Donc la différentielle de f, la petite variation de f. Et donc tu vois que si tu multiplies tout ça par dx et que tu te limites à un calcul à l'ordre 1, eh bien f de x dx, c'est aussi à l'ordre 1 f de x plus dx dx, puisque le terme additionnel, c'est df dx, il est d'ordre 2. Donc voilà pourquoi ici, on peut se limiter à l'ordre 1, et voilà aussi pourquoi on a travaillé entre x et x plus dx et qu'on a choisi déjà dès le départ un système infinitésimal. Donc ça, c'est pour la première question. Et donc, on pourrait calculer directement la variation de cette masse. Donc d2m, c'est ce qu'on a à l'instant t plus dt moins ce qu'on a à l'instant t. Et donc ça fait apparaître par un développement de Taylor, donc on a ρ en t plus dt moins ρ en t, donc la dérivée partielle de ρ par rapport au temps, dt fois s dx. Donc ça c'est ce qu'on appelle le bilan temporel. Alors c'était pas dit dans l'énoncé, mais toi si tu veux valoriser ta prestation, bien le jour du concours, tu dis voilà, c'est le bilan temporel. Deuxièmement, donc le bilan spatial. Et là aussi, c'est pas dit comme ça dans l'énoncé. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on va te faire dire? C'est que s'il y a eu une variation éventuelle de cette masse, c'est un bilan sur un système ouvert, eh bien c'est parce qu'il y a entrée et sortie de matière. Alors il est peut-être entré plus de matière qu'il n'en est sorti, il est peut-être sorti plus de matière qu'il n'en est entré, donc rien ne nous dit que cette masse contenue dans ce volume de contrôle est demeurée constante pendant dt. Donc, cette même variation de la masse, ça va être la masse entrante en x pendant dt, moins la masse sortante en x plus dx pendant dt. Alors évidemment, là, on va utiliser le débit massique. Donc, tu sais que le débit massique, c'est le flux du vecteur ρv à travers la section d'un tube de champ. Et donc, en ce qui concerne, donc ça c'est la masse par unité de temps qui traverse toute la section donnée d'un tube de champ. Pas sûr que ça se conserve, ça va se conserver en régime permanent. Donc la masse entrante en x, ça va être ρ en x et v en x et t fois s. Alors attention, parce que la surface aussi là peut éventuellement varier, fois dt, moins la même chose en x plus dx et t v de x plus dx. Alors c'est noté u, hein, c'est pas noté v la vitesse. U de x plus dx, on va respecter les notations de l'énoncé. S de x plus dx à l'instant t fois dt. Et donc, là, on voit qu'on a la dérivée moins la dérivée par rapport à x du produit ρ us. Et donc, on peut écrire que c'est égal à moins d sur dx du produit ρ us fois dx fois dt.
Alors évidemment, la question suivante, c'est d'identifier ces deux expressions de la variation de la masse pour en déduire l'équivalent d'une équation de conservation de la masse, qu'on appelle aussi souvent l'équation de continuité. Alors dans cet énoncé, l'équation t'était fournie, donc c'est bien précieux, et surtout qu'on va se limiter à des termes d'ordre 1. Alors, écrivons-la déjà sans approximation. Donc, d sur dt de ρ0 plus petit mu, donc fois s, je simplifie quand même tout de suite par dt dx, est égal à moins d sur dx. Donc là, on va expliquer ce que c'est. Donc, c'est ρ0 plus mu fois u fois s. Alors, on se limite au terme d'ordre 1. Donc ça, ce sont les techniques classiques de linéarisation que tu as vu dans ton cours d'acoustique. Donc on considère toujours que la vitesse, la masse volumique et la pression sont trois infiniment petits d'ordre 1. Bien sûr, ils sont dans des dimensions différentes. Mais cela signifie qu'à chaque fois qu'on aura des produits de deux de ces termes, ce sera un terme d'ordre 2. Et donc on pourra négliger. Donc ici, de toute façon, ρ0 est une constante. Donc dans la dérivée par rapport au temps, elle disparaît. Et donc ici, u est d'ordre 1. Et donc il faudra garder ici le terme d'ordre 0. Donc on simplifie et puis du coup on peut sortir ρ de la dérivation pour aboutir très certainement à la formule demandée. Voilà. Donc s de x. Alors c'était écrit dρ et non pas dmu, mais c'est la même chose. dρ sur dt. Donc c'est ce que nous demandait l'énoncé. Plus ρ0. d sur dx du produit su. Donc égal à 0. Et donc voilà le résultat demandé. Alors maintenant, on va passer donc à l'équation d'Euler, qu'il va falloir linéariser, et puis le comportement adiabatique du fluide pour trouver les équations de propagation. Voilà, donc je recopie simplement la formule numéro 1, donc qui va nous servir tout à l'heure pour démontrer les équations de propagation, donc ce bilan de masse. Donc on voit effectivement que si la section est constante, on retrouve linéarisé l'équation que l'on connaît bien, dmu sur dt plus ρ0 du sur dx égale 0. Donc c'est l'équation classique quand s ne dépend pas de x. Alors, l'équation d'Euler, donc l'énoncé est plutôt sympathique puisqu'il te fournit cette équation. Donc c'est un bilan de quantité de mouvement, un bilan de force sur une particule de fluide. Donc on va respecter les notations. Donc la dérivée locale, la dérivée convective, donc l'équivalent volumique des forces de pression et le poids. Alors est-ce qu'on en tient compte ici? Non. Donc on n'en tient pas compte. Alors, il faut linéariser cette équation. Mais d'abord, oui c'est ça, donc dans le petit 4, on nous demande de justifier que l'accélération convective va être négligeable devant l'accélération locale. Alors, dit rapidement, on voit qu'on a un terme en u carré, si on appelle u un ordre de grandeur de la vitesse, alors que là, on a un terme en u. Donc, c'est d'ordre 2, mais on nous demande plus précisément, donc, d'estimer, de comparer ces deux termes. Donc on appelle taux la durée caractéristique de variation temporelle de la vitesse, L la distance caractéristique de variation spatiale de la vitesse, et U l'ordre de grandeur caractéristique de la vitesse. À quelles conditions sur U peut-on négliger le terme U scalaire grade U devant le terme du sur dt? Donc ce terme-là, donc ça c'est un peu les mêmes techniques que quand tu calcules des nombres de Reynolds. Donc va être d'ordre de grandeur U carré sur L, parce que si L est la longueur caractéristique sur laquelle U va varier, on dérive par rapport à une coordonnée d'espace. Et puis du sur dt, en ordre de grandeur, ça va être U sur taux. Donc ce qui va nous donner U taux sur L. Donc à quelles conditions c'est petit devant 1? Si cette vitesse est très petite devant L sur taux. Donc ça c'était la question 4. Et donc, une fois que ceci est fait, on peut linéariser Euler. Donc, c'est la question 5. Donc, exprimé en travaillant à l'ordre 1. Donc là, l'énoncé ne donnait pas la réponse. Parce que c'est vraiment très, très classique. Donc, il faut bien l'expliquer.
Pas balancer le résultat tout de suite, mais vraiment, voilà, décomposer le calcul. Donc on aura P0 plus petit p de x et de t. Donc ça, le produit, ça va donner un terme d'ordre 2. Donc on ne va garder que ρ0. P0, c'est une constante. Donc on aura ρ0 du sur dt est égal à moins gradient de petit p de x et de t. Donc voilà l'équation de la question 5, l'équation de l'air linéarisée. Petit 6, donc on rappelle que le coefficient de compressibilité isentropique est égal à 1 sur ρ d sur dp à S fixé, à entropie fixée. Donc là aussi, c'était très sympa de la part de l'énoncé de redonner la définition du coefficient de compressibilité. Alors on peut peut-être rappeler celle avec le volume. Donc moins 1 sur V dV sur dp à entropie fixée. Donc il vaut aussi 1 sur ρ dρ sur dp à entropie fixée. Alors pour passer de l'un à l'autre, il faut raisonner sur une particule de fluide qui est donc de masse constante et prendre la différentielle logarithmique. Bon, je ne fais pas ça ici, hein, mais cela se fait très bien. Et donc c'est effectivement sous cette forme-là qu'on l'utilise. Et donc à l'ordre 1, ρ en bas, on va le prendre à peu près égal à ρ0, donc la masse volumique au repos. Et ici, on va faire l'écart, puisque la dérivée partielle, ça mesure un taux d'accroissement. Donc on va prendre le petit écart de masse volumique sur la surpression, donc qui produit cet écart de masse volumique. Et donc voilà comment on peut linéariser ce coefficient, et c'est l'équation 3. Et on a nos trois équations pour établir l'équation de propagation. Alors je vais toutes les réécrire là-haut pour bien qu'on les ait sous les yeux, pour qu'on établisse une stratégie pour voir comment on peut découpler ce système pour établir les équations de la question 7. Donc on aura ρ0 du sur dt égale à moins d de petit p sur dx. Et on aura petit p. Et donc on aura donc mu de x et de t égale à qui est ρ0 p petit p de x et de t. Fais bien attention à ne pas faire tes p comme des ρ. Enfin bon, ici, la masse volumique, elle est notée mu. Alors, il faut établir une stratégie. Donc on nous demande une équation différentielle, question 7. L'équation différentielle en pression. Alors, on l'a sous les yeux. Elle commence par d2p sur dt2. Bon, on voit que nulle part apparaît explicitement la dérivée de la pression par rapport au temps, même en dérivée première. Par contre, on voit que petit p est proportionnel à mu et que ici, on a dmu sur dt. Donc, on pourrait peut-être isoler dmu sur dt. dmu sur dt est égal à moins ρ0 sur s d du produit su sur dx. Et puis on pourrait dériver ça par rapport au temps pour obtenir une dérivée seconde en mu qui sera proportionnelle à la dérivée seconde en p, ce qui nous donnerait au moins un point de départ pour démontrer l'équation demandée. Donc on aura d2 mu sur dt2. Donc tout cela ne dépend pas du temps, est égal donc à d sur dt du produit, donc d de su sur dx. Alors là aussi, on va peut-être faire exploser cette dérivée, on est un petit peu obligé. D sur dt, donc de s de x du sur dx, plus ds sur dx fois petit u. Alors, on va permuter les variables, les dérivations, théorème de Schwartz, comme c'est très souvent le cas dans ce genre de contexte, pour faire apparaître, donc ça va faire moins ρ0 sur s de x. Donc, ici, cette dérivée, je peux la sortir. Donc, fois donc s de x, d sur dx de du sur dt, plus ds sur dx, du sur dt. Et donc là, on va pouvoir réutiliser l'équation de l'air.
Donc, ce qui va nous donner, donc S, ça va simplifier. D sur dx, donc ça va faire ρ0. Donc, on aura d2p sur dx2 en remplaçant grâce à cette équation le ρ0 du sur dt plus donc 1 sur s de x ds sur dx, donc ρ0 du sur dt, donc moins dp sur dx, donc dp sur dx. Et d2 mu sur dt2 est proportionnel, donc ça fait qui est ρ0 d2p sur dt2. Et donc voilà l'équation demandée. Alors, on reconnaît l'équation de D'Alembert. Si S est indépendant de X, qui est ρ0 d2p sur dt2, donc avec la célérité, C carré est égal à 1 sur qui est ρ0. Donc voilà l'équation de propagation pour la pression. Et au passage, donc on a identifié la célérité, C carré, de l'équation de D'Alembert. Donc ça, c'était l'équation E1. Donc, on va faire un petit peu de place pour avoir l'équation E2. Donc, l'équation E2 démarre avec la dérivée seconde de la vitesse par rapport au temps. Donc, il faut toujours un point de départ. Donc, ici, on a la dérivée première. Donc, on va dériver l'équation 2 par rapport au temps. Égale à, donc, à moins d sur dt de dp sur dx. On va tout de suite permuter l'ordre de dérivation. On va remplacer p par mu, parce que comme ça, on aura du d mu sur dt qui apparaît dans la dernière équation. Donc, on aura moins d sur dx de donc 1 sur qui est ρ0 d mu sur dt. Donc, grâce à l'équation 3. d mu sur dt, on va le chercher là-haut. Donc, ça fera moins 1 sur qui est ρ0 d sur dx de moins 1 sur s de x ρ0 d de su sur dx. Alors on voit que moins moins ça fait des plus. ρ0 ça se simplifie. Et donc là on n'a plus que de la vitesse. Alors on peut éventuellement faire exploser un petit peu ces dérivés là. Donc ça fera 1 sur qui est d sur dx de donc 1 sur s d du produit su sur dx, donc u'v plus uv', donc ds sur dxu plus s de x d rond u. Donc pour les u, je mets bien des dérivés partiels parce que u dépend de x et de t, mais s ne dépend que de x, donc je mets des dérivées droites. Donc quand on développe ici, on aura 1 sur qui est d sur dx de 1 sur s ds sur dx petit u plus du sur dx après simplification par s. Et donc ce terme-là, je vais le mettre devant. Donc 1 sur qui est d2u sur dx2. Donc là, on reconnaît bien, puisqu'on est parti de ρ0 d2u sur dt2, le noyau dur de l'équation de D'Alembert avec la même célérité que tout à l'heure. Et donc ça, on va le dériver aussi comme un produit de fonction. Donc le 1 sur qui est, je vais le mettre en facteur. Donc plus d sur dx, donc pour le présenter comme c'est sur l'énoncé, donc de 1 sur s ds sur dx, le tout fois u, plus donc 1 sur s ds sur dx fois du sur dx. Voilà, donc ça c'est l'équation 2. Alors c'est sensiblement plus compliqué que l'équation de D'Alembert toute simple, mais les ingrédients sont les mêmes. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
donc les trois équations linéarisées. Alors en plus, ce qui est très puissant ici, c'est que finalement, on pourrait prendre comme section de tuyau n'importe quoi, donc une loi S de X quelconque pour pouvoir intégrer. Et on voit aussi d'ailleurs que les deux équations en P et en U ne sont pas identiques, contrairement à ce qui se passe quand le système est complètement linéaire, parce qu'ici, en fait, il ne l'est pas à cause du produit. Ici, S dépend de X et U dépend de X et de T. Donc là, on a quelque chose de non linéaire. Même si on a linéarisé les équations, le système global n'est pas linéaire. Donc c'est pour ça que U et P ne vérifient pas la même équation exactement. Donc on va arrêter là cette vidéo. Et puis dans la prochaine vidéo, on fait la suite. Donc on applique ça aux ondes stationnaires dans la clarinette. Et puis après, aux ondes stationnaires dans un saxophone soprano. Et là, on va justement utiliser vraiment le fait que S est une fonction de X.